François, si tu veux bien, donc on est parti sur une conférence plutôt dialoguée, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire que j'ai compilé quelques questions de la part de la salle et en même temps, donc, on aura ouverture vers la salle en fonction des propos que tu pourras amorcer dans ce temps de conférence. Donc, j'étais en train d'évoquer le festival du Learning Planet. Peut-être qu'on peut commencer par là, François, si tu le souhaites, et évoquer donc ce que tu en retiens de ce qui a pu se dire à l'échelle de nombreux pays sur justement leur réflexion aujourd'hui, l'état de l'art international d'un certain nombre de professionnels de l'éducation sur l'IA aujourd'hui, chez eux, chez nous, qui est un phénomène planétaire. Merci déjà de m'avoir invité et pour cette question et introduction. Ce que je dirais, c'est que c'est clair que tous les pays sont impactés, il n'y a pas de doute là-dessus, et tous les pays sont en train d'expérimenter et d'essayer de voir face à une dynamique qui est extrêmement rapide et extrêmement puissante et qui est loin d'être terminée. Comment est-ce qu'on adapte les systèmes de formation, que ce soit la formation initiale chez les plus jeunes, la formation universitaire ou la formation continue, y compris la formation des professionnels de la formation eux-mêmes, donc tous les enseignants et tous les éducateurs, quel que soit leur niveau. Ce qui est sûr, c'est que pendant longtemps, on a eu tendance à penser qu'on avait un certain monopole en tant qu'humain sur un certain nombre de sujets et outre qu'un certain nombre d'animaux ont tout un tas de compétences, on voit bien qu'aujourd'hui, les machines sont devenues apprenantes et ce qu'on appelle le machine learning, et donc l'intelligence artificielle, c'est pas forcément le meilleur mot pour décrire ce qui se passe. C'est en partie un mot marketing, mais ce qui est clair, c'est que les capacités de ces machines sont en progrès ultra rapide. Là où elles étaient au niveau d'un... Enfin, elles étaient incapables de faire grand-chose d'intéressant il y a encore quelques années. En 2018, elles étaient au niveau d'un enfant, en 2022 au niveau d'un lycéen, et aujourd'hui, elles arrivent au niveau d'un doctorant sur, en tout cas, une batterie de tests dans lesquels on a pu les comparer. Et comme le système éducatif aimait bien les tests, on s'interroge effectivement sur non seulement ce que l'on doit apprendre, mais comment on doit l'apprendre et pourquoi, et est-ce qu'il faut repenser nos systèmes éducatifs, et si oui, dans quelle direction, dans un monde qui est en évolution très rapide. Donc là où le numérique était une nouvelle manière de délivrer des connaissances sans nécessairement faire évoluer ces connaissances, l'IA nous interpelle plus parce qu'elle va avoir un impact encore plus fort sur le marché du travail, avec tout un tas de professions dont les métiers vont devoir évoluer avec l'arrivée de l'IA. Donc, de même que la mécanisation a fait évoluer les métiers manuels, l'intelligence artificielle est en train de faire évoluer les métiers intellectuels. Donc ça nous interroge et nous interpelle à différents niveaux. Il y a effectivement eu, pendant le festival Learning Planet, énormément d'événements. Il y en a eu plus de 600 à travers le monde, 193 pays, près de 100 000 participants au total. Donc c'est difficile de tout résumer en quelques phrases. Et puis, j'ai pas pu moi-même assister à tout ça parce que c'est juste impossible. Mais pour ce à quoi j'ai assisté, il y avait effectivement au moins 2 événements que je peux essayer de vous résumer rapidement. Il y en avait une qui était une discussion plutôt issue de la recherche sur qu'est-ce que ça change. Et donc on voit que ça peut permettre de faire progresser les élèves dans un certain nombre de contextes si on l'utilise intelligemment, ce qui est un grand si. Mais il y a aussi par exemple une recherche qui a été menée par un Français qui est aujourd'hui prof à la School of Education à Harvard, qui s'appelle Charles Fadel, F-A-D-E-L. Je vous recommande ses ouvrages. En plus, vous pouvez les télécharger sur le web. Charles Fadel est un spécialiste de l'évolution des curriculums. Et il s'est beaucoup intéressé à la manière dont on devrait peut-être enseigner différemment et peut-être enseigner autre chose à l'heure de l'IA. Donc, il a fait un certain nombre de propositions, thème par thème, niveau par niveau, sur
plusieurs centaines de dimensions en s'interrogeant sur qu'est-ce qui font les spécificités des humains par rapport aux machines. Et donc, en fait, il y a 3 grandes questions. Il y a d'une part, est-ce qu'on peut apprendre au sujet de l'IA, comment elle fonctionne? Comment fonctionne cette boîte noire et quelles sont ses limites, quels sont ses potentiels. Ça, c'est une première question qui est relativement bien traitée dans le supérieur. Et en tout cas, il y a eu des financements dédiés d'une part pour former à l'IA les meilleurs ingénieurs possibles, d'autre part pour former à l'IA tout un tas d'autres domaines. Donc, il y a des formations qu'on appelle intelligence artificielle plus X. Donc ça, c'est des ingénieurs, par exemple, qui s'intéressent à l'utilisation de l'IA en médecine, ou des médecins qui peuvent suivre ces formations. Et puis, il peut y avoir la discipline plus de l'IA, qui est, par exemple, comment est-ce qu'un historien, un philosophe, un journaliste peuvent comprendre l'IA et s'en emparer pour l'évolution de leur métier. Donc ça, il y a un certain nombre d'appels d'offres qui permettent actuellement aux universités de faire évoluer ce qu'elles font. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on comprend l'IA. Après, il y a une deuxième question qui est comment est-ce qu'on apprend grâce à l'IA. Et on voit bien que, en fait, on est tous impliqués, quel que soit le niveau d'ailleurs, et on peut commencer à apprendre grâce à l'IA un certain nombre de sujets. Vous connaissez probablement PhiloGPT ou d'autres choses de ce genre qui ont été développées par des enseignants pour faciliter les apprentissages grâce à l'IA. Et puis, il y a une troisième dimension qui, à mon avis, est au moins aussi importante que les 2 autres et qu'il ne faut surtout pas négliger, qui est qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'heure de l'IA. Typiquement, développer ce qui fait le propre des êtres humains est probablement encore plus important. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent des compétences dites du 21e siècle. Et ces compétences du 21e siècle, c'est en fait des compétences qui ont toujours existé, mais qui sont encore plus utiles au 21e siècle. C'est peut-être comme ça qu'il faut les définir. Il y a même un certain nombre d'espèces animales qui ont une partie de ces compétences, comme la capacité à la coopération, la capacité à la compassion, la capacité à la créativité. Et on a besoin de ça. Par exemple, s'exprimer à l'oral. C'est plus important depuis quelques années dans notre système éducatif avec le grand oral, mais on voit bien que c'est une compétence sur laquelle la machine ne peut pas vous suppléer. Il y a un certain nombre de travaux écrits, a fortiori qui sont faits à la maison où la machine peut être impliquée, mais sur la présentation à l'oral, c'est une qualité qui est essentielle et qui est d'ailleurs, du point de vue des jeunes comme des profs et même des employeurs, généralement sous-développée par le système éducatif par rapport à l'importance que tous lui reconnaissent. Donc voilà, ça c'est ce qui a été dit, je dirais, du point de vue de la recherche. Après, il y a eu une grande conférence le 24 janvier, qui est la Journée nationale de l'éducation, à l'UNESCO. Et l'UNESCO avait porté une dimension importante. Le titre de la conférence, c'était... alors en français, c'est un peu difficile à traduire. C'était, je vous le dis en anglais, puis j'essaierai d'expliciter en français. C'était Human Agency and Education in the Age of AI. Donc, l'agentivité, c'est le mot que les Québécois utilisent, qui est assez peu utilisé en français. Agency, c'est le pouvoir d'agir, la capacité à être acteur et auteur de sa vie et avoir un impact sur les collectifs auxquels on appartient. Donc, comment est-ce qu'à l'heure des machines apprenantes, on est capable de mettre cette notion au cœur du système éducatif? Parce que on ne veut pas que les humains soient au service des machines, on veut évidemment l'inverse, mais ça suppose de développer cette capacité qui n'a pas toujours été très développée dans le système éducatif, en tout cas pas de manière aussi explicite que dans d'autres pays. Et donc on a beaucoup discuté de ça et de toutes les questions d'éthique. Et donc, en fait, on voit bien que quand l'intelligence artificielle pose énormément de questions d'éthique, mais que l'éthique elle-même n'a pas toujours été au cœur du système éducatif, à tel point, si je prends juste des exemples dans le supérieur, qu'en moyenne, les étudiants ont moins d'éthique, ont une qualité de réflexion éthique qui diminue avec le nombre d'années passées à l'université, ce qui est plutôt inquiétant. Donc, on voit bien que Aristote disait... déjà depuis bien longtemps, qu'il y a 3 formes de connaissances.
épistémé, techné, phronésis. Donc épistémé, c'est la connaissance du monde, et ça c'est relativement bien enseigné, même si ça peut toujours progresser. Techné, c'est comment est-ce qu'on agit sur le monde. Donc, comment est-ce qu'on apprend par le faire? Comment est-ce qu'on utilise la technologie pour avoir les impacts que l'on souhaite? Et phronésis, il y a plusieurs traductions possibles, parce que le mot est quasiment disparu de notre vocabulaire, il n'y a pas d'héritier direct, mais c'est grosso modo l'éthique de l'action. Donc, quel impact de mes actes sur moi et sur les autres, sur le court terme et sur le long terme, sur le local et sur le global. Et donc ça, c'est difficile déjà à enseigner, c'est difficile à comprendre, et néanmoins c'est essentiel, parce que si on est sur une planète aux ressources limitées, on a besoin de comprendre l'impact de ses actions, ne serait-ce que son impact climatique, son impact environnemental, son impact démocratique et autres. Et donc on a besoin de développer cette éthique. Et donc, comment est-ce qu'on met l'éthique dans la machine, mais comment est-ce qu'on la met aussi dans nos programmes et dans notre capacité à penser ces sujets? Et il ne suffit pas forcément de l'enseigner un petit peu partiellement en terminale ou à d'autres moments. Donc, comment est-ce qu'on développe ces compétences très humaines? C'est ça qu'on a beaucoup discuté à l'UNESCO. Et je pense qu'on a besoin de ça parce que ce qu'on sait, c'est que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on le sait depuis longtemps, mais on voit bien que quand l'intelligence se développe plus vite que l'éthique, que ce soit chez les humains ou chez les machines, c'est pas forcément bon signe, et ça peut amener à tout un tas de dérives. Et il suffit de voir l'état du monde ou l'actualité pour se rendre compte que ces enjeux éthiques sont toujours plus nécessaires sur une planète où les logiques de puissance et d'impérialisme peuvent l'emporter sur les logiques humanistes et sur le vivre ensemble à la fois entre humains et entre espèces. Donc voilà, ça c'était les quelques mots de résumé un petit peu de ce qui s'est dit au mois de janvier sur ces sujets. C'est évidemment pas... C'est assez lapidaire et je m'excuse d'avoir été un peu vite, mais je sais que vous avez d'autres questions et je ne voulais pas être trop long là-dessus. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Oui, merci pour ces premiers propos, en effet, qui permettent de resituer la France dans un environnement beaucoup plus large et sur des questions qui nous rejoignent tous, en tout cas. On évoque, nous, sur le terrain, un certain nombre de résistances. Et une des questions qui est apparue, c'est comment aujourd'hui accompagner l'arrivée de l'IA dans nos établissements et de dissiper les oppositions et les a priori sur l'usage de l'IA en classe. Et c'est vrai que c'est un des aspects qui aujourd'hui nous mobilise notre besoin d'accompagner à ces changements. Je ne sais pas comment toi tu appréhendes ces situations et comment tu les dépasses. Alors, je peux comprendre, enfin, il y a plusieurs types de difficultés. Déjà, est-ce qu'on est équipé? Est-ce qu'on a la possibilité de se connecter à ces outils facilement depuis sa classe et pour ses élèves? Ça, c'est évidemment une première limite. Si on est bien connecté, ensuite, quel outil utiliser? Est-ce qu'on utilise des outils privés? Est-ce qu'on utilise des outils recommandés par l'institution qui elle-même est en train d'expérimenter en temps réel à partir de là? Donc il y a eu un certain nombre de choses. Vous le savez probablement qu'il y a un rapport de l'inspection générale qui est en préparation sur ces sujets, qui devrait être publié le mois prochain d'après les informations que j'ai. Et on n'en est qu'au début de ça, parce que ça fait à peine 2 ans que les usages ont commencé à se développer. Donc c'est assez normal face à une progression aussi récente que tout le monde ne soit pas encore capable d'en voir tous les avantages et d'en éviter les difficultés. Je peux comprendre ces réticences. Je pense qu'on manque aussi de formation sur ces sujets, à la fois de formation initiale dans les INSPE et de formation continue avec plusieurs types de questions. Il y a des questions, je dirais, de type organisationnel, de type éthique, de type vie privée et données des élèves et des enseignants. Et puis, il y a des questions
disciplinaire. C'est comment est-ce que j'utilise l'IA dans ma discipline, comment est-ce que je peux me servir de ces outils pour faire quelque chose qui ait une vraie valeur ajoutée pour mes élèves. Et c'est pas complètement évident. Donc, il y en a qui sont un peu en avance de phase sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que les élèves, dans leur pratique en dehors de la classe, en général, n'attendent pas les adultes en tout cas pour les plus avancés d'entre eux et les plus connectés d'entre eux. Et donc, il y a eu très vite un certain nombre de choses où les enseignants se sont rendus compte que les devoirs à la maison pouvaient être rendus très différemment. De même qu'il y avait des copier-coller depuis Wikipédia, il peut y avoir des dérives par rapport à ça. Et donc, je pense que ça suppose aussi de repenser les systèmes d'évaluation. Qu'est-ce qu'on demande? Comment est-ce qu'on développe l'esprit critique de ces élèves? Comment est-ce qu'on les éduque aux quelques dangers qu'il peut y avoir si on utilise de manière inconsidérée ces outils? Et donc, je pense que c'est notre devoir d'éducateur et de citoyen que de transmettre un certain nombre d'attitudes critiques et constructives en même temps sur ces usages. Parce que sinon, il y a d'une part des jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes et d'autre part un système éducatif qui fait semblant d'ignorer quelque chose qui impacte fortement non seulement les jeunes, mais toute la société. Il y a aussi toutes les dérives liées aux fake news et donc la question d'éducation à la citoyenneté est un petit peu différente à l'heure de l'IA, comme l'éducation aux médias est différente à l'heure de l'IA. On voit qu'il y a des sujets qui sont percutés plus que d'autres, mais il n'y a pas de domaine dans lequel l'IA n'aura pas d'impact. Donc, on se doit de réfléchir à ça et de se former. Et donc, c'est un petit peu comme face au Covid. Face au Covid, personne n'était prêt, soyons honnêtes. On a tous été pris au dépourvu et on a bricolé, on a appris les uns des autres, on a fait face comme on a pu. Je pense que face à tout changement qui a autant d'impact, que ce soit l'IA ou le Covid, il faut créer des communautés apprenantes, il faut créer des dynamiques dans lesquelles ceux qui sont en avance de phase sont invités à partager ce qu'ils font, les autres peuvent apprendre, éventuellement proposer des améliorations ou des critiques constructives et contribuer à faire évoluer les pratiques dans l'intérêt des jeunes et de l'ensemble du système. Donc sur l'évaluation, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a évoqué, nous, dernièrement, sur nos des temps de recherche. Comment repenser cette évaluation quand, en effet, ce qui est fait à la maison n'a plus de valeur précise? Quels sont les leviers aujourd'hui qu'on pourrait prioriser pour que nous puissions avoir une évaluation juste des capacités cognitives des élèves et que ça puisse leur être utile pour eux? Je pense que des modalités pédagogiques qui préexistent à l'arrivée de l'IA, comme la classe inversée par exemple, sont assez adaptées. On leur dit préparez les choses à la maison et vous pouvez utiliser ce qu'on vous recommande éventuellement d'autres choses et si vous êtes de facto évalué sur ce que vous faites en classe dans un environnement qui est beaucoup plus accompagné. Moi, j'ai déjà dit un mot sur l'oralité et sur il y a toujours eu des formes de triche, mais l'oral est un des moments où il est le plus difficile de ne pas avoir appris quand on est évalué, parce que quand on est à l'oral, on se doit d'être dans l'instantanéité et on se doit d'avoir, on peut pas dire je vais regarder sur Internet ou je vais regarder ici ou là. Donc je pense que c'est l'oralité, que ce soit dans un entretien d'embauche professionnel ou que ce soit pour passer un examen ou simplement pour interagir dans la vie de tous les jours et en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant qu'acteur et auteur, cette fameuse agentivité dont je parlais, je pense que ça fait partie des qualités extrêmement importantes. Donc si, grâce à l'IA, on gagne du temps sur un certain nombre de processus parce qu'on peut individualiser les parcours, on peut faciliter les choses et qu'à ce moment-là, on a plus de temps en tant qu'enseignant pour avoir un dialogue, par exemple oral, avec ses élèves, on voit qu'on est dans une autre interaction et une autre facilité d'apprentissage.
Oui, ça rejoint exactement les propos tenus par Erwan Petel, qui est venu à notre rencontre et qui a évoqué donc en effet l'axe pédagogie inversée et l'oral comme étant des leviers. Donc c'est des propos qui se rejoignent et qui sont intéressants de diffuser et de partager. Donc ça suppose des changements, dans les pratiques enseignantes. Hein. Et aujourd'hui, s'interroger sur l'évolution technologique et en quoi elle interroge notre rôle et nos missions, c'est aussi quelque chose d'important. Qu'est-ce qui doit changer dans nos rôles et dans nos missions pour mieux former nos élèves? Je pense que c'est admettre que là où au 19e siècle, au moment où on pense quelque part historiquement, on structure notre système éducatif, il y a eu énormément d'évolutions et que l'IA n'est qu'une nouvelle forme de ces évolutions, mais c'est une forme d'évolution particulièrement impactante et qui se cumule à l'ensemble des évolutions précédentes et qui nous oblige quelque part à nous interroger sur nos pédagogies et le sens même de ce que c'est que d'être un être humain et donc le sens de ce que c'est qu'éduquer un être humain et donc le sens de ce que c'est qu'être un enseignant et tout ça. Donc il y a quelque part un questionnement qui est un questionnement qu'on aurait pu avoir avant. Quel est le sens de nos métiers, quel est le sens de nos institutions. Mais quand on voit la manière dont les Américains sont en train de traiter leur Department of Education, on ne peut que s'interroger sur comment résister à de nouvelles formes d'impérialisme et de domination et d'exploitation et être vraiment dans une logique qui est fondamentalement celle de Condorcet. Qui est il n'y a pas de démocratie sans éducation et pas d'éducation sans savoir et sciences qui permettent d'asseoir cette éducation. Donc à l'heure des fake news, je pense que ce triptyque de Condorcet est toujours autant d'actualité, mais parfois on l'a un peu perdu de vue parce qu'on a optimisé l'organisation et la structure et pas forcément les intentions de ce pourquoi est-ce qu'on est là. Donc, je pense que ça vaut la peine de se réinterroger sur ces fondements et éventuellement de changer nos pratiques sans changer nos valeurs. J'essaie de séparer les deux. L'idée, c'est pas de se faire imposer des valeurs venant d'outre-Atlantique ou d'ailleurs, mais c'est de partir de nos valeurs et de se demander comment est-ce que nos pratiques peuvent évoluer pour être au service de notre mission première, qui est de contribuer à ce triptyque des Lumières, en fait, au-delà de Condorcet. Et on voit bien qu'il y a tout un tas de formes de néo-obscurantisme aujourd'hui qui menacent l'ensemble de notre héritage des Lumières. Il faut aussi avoir conscience que l'héritage des Lumières n'était pas le plus inclusif. J'ai pas les chiffres pour la France, mais aux États-Unis, à la Révolution américaine, il y a que 8% des habitants des États-Unis qui avaient le droit de vote. Voilà, donc entre le suffrage censitaire, le fait que les femmes n'ont voté que très tardivement, le fait que les enfants ne votent toujours pas, que les esclaves ne votaient pas non plus, etc. On voit bien qu'il y a, suivant les religions, on n'avait pas forcément tous les droits. On voit bien qu'il y a la couleur de peau. On voit qu'il y a toute une dynamique universaliste qui a besoin d'être repensée dans encore une fois, un monde où la planète elle-même est menacée. Et donc le mythe du progrès hérité des Lumières ne fonctionne pas par défaut. Et donc il faut être conscient de ces choses-là. Et la technologie n'est pas la solution par défaut. Parce que pendant longtemps, les gens disaient l'imprimerie a amené les Lumières, donc le numérique va amener de nouvelles lumières, par défaut. C'était méconnaître l'histoire et oublier qu'entre Gutenberg et la Révolution française, il y a un certain nombre de guerres de religion et qu'on a publié des livres sur comment brûler les sorcières bien avant de publier des livres scientifiques. Donc, simplement augmenter les flux d'informations n'est pas le gage de progrès humain. Et donc, il faut savoir que ça se voit évidemment dans le vivant également, que les flux d'informations peuvent amener à de la manipulation et qu'on ait donc besoin d'être encore plus vigilant
en tant que société et en particulier en tant qu'éducateur sur les sujets de désinformation, d'esprit critique et de trouver des sources fiables et d'avoir des débats constructifs et respectueux de l'autre et pour contribuer au vivre ensemble, non seulement à l'échelle de la classe, mais à l'échelle de la société et même aujourd'hui à l'échelle de la planète. Donc il y a besoin de prendre ce recul historique parce que mieux on comprend d'où on vient, mieux on comprend où on est et mieux on va pouvoir choisir où on va. Et cette réflexion sur les temps longs, je pense que en tant qu'éducateur, en tant que citoyen, en tant que, moi j'appelle ça planétisan ou planétoyen, en tant que citoyen de la planète, on a besoin de dépasser les murs de la cité, parce que les murs de la cité, quelque part, ils nous opposent à d'autres. Et on voit bien entre les querelles dans les cités, on voit bien que le mot de cité a tendance à exclure. Hein. C'est les Athéniens n'étaient citoyens que 15% des habitants. Et si vous étiez né juste en dehors des murs de la cité, vous n'étiez pas citoyen. Encore une fois, les femmes, les esclaves, les enfants n'étaient pas citoyens. Donc cette notion n'est pas une notion aussi inclusive que ce qu'on nous enseigne parfois ou souvent. Et on a besoin de repenser ce vivre ensemble de manière beaucoup plus quasiment fractale, en tout cas multi-échelle, pour être capable de vivre ensemble aussi bien au niveau d'un établissement scolaire qu'au niveau d'une ville, d'une région, d'un État ou d'un continent ou d'une planète. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin en tout cas de s'interroger sur nos finalités et je pense qu'encore une fois les valeurs sont les mêmes, mais je pense que par exemple on n'est pas obligé, enfin on peut enseigner l'histoire du vivant, l'histoire de notre espèce, l'histoire de notre culture différemment quand on prend un peu ce grand recul et pour aider à comprendre encore mieux le monde d'aujourd'hui et les grands choix qui sont devant nous. Ouais, dans cette perspective de transformation, de priorisation sur l'humain et la vision qu'on doit donner éducative, il me semble que tu avais évoqué ton activité à Grigny, qui peut être un exemple de possible que tu as mis en action. Peut-être que tu pourrais en l'illustrer à travers cet exemple. Bah, je pense que dans l'Académie de Créteil, l'Académie de Versailles, vous connaissez bien évidemment Grigny. Donc Grigny, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la ville la plus pauvre de France. C'est tout un tas de difficultés éducatives, en tout cas de France métropolitaine. Et c'est une ville où il y a beaucoup de flux de nouveaux migrants qui s'installent. Parce que c'est un habitat très dégradé et très peu cher, et des familles qui restent pas forcément très longtemps. Il y a un livre de sociologue qui vient d'être publié après 10 ans d'études sur le sujet, donc je vous renvoie à ce genre de travaux si vous voulez mieux connaître cette ville. Il se trouve que Philippe Rio, qui est le maire de Grigny, a gagné pendant la crise Covid le prix de meilleur maire du monde dans sa capacité à, malgré toutes les difficultés auxquelles sa population était confrontée, essayer de travailler avec l'ensemble des habitants et l'ensemble du tissu associatif pour aider à franchir cette période particulièrement difficile. Philippe Rio et les Grigny sont également les premiers lieux où se sont déployées les cités éducatives. Donc ça a été un espèce de laboratoire éducatif depuis plusieurs années maintenant, et le Conseil national de la refondation de l'école s'était penché sur Grigny, ils les avaient invités à témoigner et ils m'avaient demandé d'être le grand témoin. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant. Et j'ai été très impressionné par la dynamique éducative qui était portée par tous les acteurs, hein, que ce soit ceux de l'éducation nationale, ceux de la ville, les parents et autres. Et j'ai été donc invité à les accompagner dans la phase 2 de cette cité éducative. Donc on est en train de réfléchir avec eux. Vous savez, une cité éducative, c'est du 0,25. Donc ça inclut évidemment les actions de l'éducation nationale, mais ça va au-delà. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour les crèches ? Donc on a développé des programmes, ils sont allés voir ce qui se passe à l'international. Par exemple, une partie des meilleures crèches du monde, d'après tout un tas d'études, sont en Italie, à côté de Reggio Emilia. Et ils sont allés voir comment les crèches fonctionnaient là-bas, et ils ont changé le regard des adultes sur les tout petits. Par exemple, ils ont
fait intervenir des artistes et ils ont progressivement fait prendre conscience aux professionnels de la petite enfance que, en fait, évidemment, l'enfant a besoin de dormir, mais il n'est pas forcément obligé de dormir au moment où les adultes pensent que c'est bien qu'il dorme. Et donc, ils ont augmenté quelque part l'agentivité, ce pouvoir d'agir et ce choix sur sur sa propre vie dès la toute petite enfance. Donc, ce genre de choses, il y a aussi des petits déjeuners gratuits qui sont distribués à Grigny en maternelle et élémentaire. Il y a une réflexion sur... Il n'y a pas de lycée à Grigny. Que pourrait être un lycée? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'original? Là aussi, la transition collège-lycée est facile nulle part. Avec en plus la question de si j'ai pas mon brevet, est-ce que j'ai le droit ou pas d'aller au lycée? Il y a tout un tas de débats que vous connaissez mieux que moi sur le sujet. Mais on est allé voir, parce qu'à Grigny, il y a beaucoup d'échecs au niveau du collège. On est allé voir ce qui se passe par exemple au Danemark. Et en Scandinavie plus généralement, sur la transition collège-lycée. Est-ce qu'on peut créer un moment, parce que au Danemark, ils font ça depuis 150 ans. Avec de très bons résultats, à la fois scolaires, mais aussi en termes de citoyenneté, de vivre ensemble, quand les jeunes prennent une période qui peut être de 6 mois ou d'1 an pour souffler et éventuellement à la fois consolider leurs apprentissages, développer des compétences à la fois de vivre ensemble, mais aussi qui peuvent être sportives, culturelles, artistiques. Et voilà, donc ce genre de choses, on essaye de montrer dans un lieu comme Grigny qu'il y a d'autres environnements qui ont évidemment d'autres types de défis et ont mis en place d'autres solutions. Par exemple, on a un ami qui, d'après la Fondation Lego, dirige une des écoles qui prépare le mieux aux défis du XXIe siècle. Et de manière intéressante, cette école, elle n'est pas en Finlande ou à Singapour, elle est en Haïti. Donc, quand j'explique ce genre de choses à mes amis grinois, ils se disent « Ah, mais comment est-ce que c'est possible qu'en Haïti, où il y a encore plus de défis que chez nous, il y a quelque chose qui fonctionne aussi bien ?» Et donc, en l'occurrence, en Haïti, c'est une école des défis. Donc, ils apprennent dès l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans à relever des défis à hauteur d'enfants ou à hauteur de jeunes. Et c'est pas la même chose qu'on fait à 6 ans, à 12 ans ou à 18 ans. Mais à 6 ans, on peut planter une graine. À 12 ans, on peut apprendre à coder un serveur de SMS parce qu'on a son premier téléphone et on se rend compte que c'est un peu cher de devoir payer un abonnement et donc que si on avait un serveur interne, ça serait utile. Et on peut apprendre à poser des panneaux solaires pour faire face aux coupures de courant dans son établissement. Et à 18 ans, on peut avoir installé des réseaux de détection d'ondes sismiques pour mieux comprendre la dynamique des tremblements de terre et leurs impacts. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui peut être fait dans un environnement comme Haïti ou comme Grigny ou partout ailleurs en fait, parce qu'en fait, c'est pas les défis qui manquent malheureusement dans notre société, et donc apprendre à relever des défis, quitte à utiliser la technologie à bon escient pour relever ces défis, on voit bien que si on a développé ce genre de capacité, eh bien, on sera mieux armé pour le monde de demain qui ne manquera pas de défis. On ne peut pas dire grand-chose du monde de demain, si ce n'est que les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain et qu'ils auront de nouveaux défis à relever. Et donc, si on leur a appris à apprendre, si on leur a appris à être créatifs, si on leur a appris à être adaptables, si on leur a appris à coopérer, si on leur a appris à utiliser la technologie à bon escient en ayant une attitude éthique, alors on va pouvoir contribuer à quelque chose d'intéressant. Donc évidemment, en Haïti, il n'y a qu'un seul lycée qui fonctionne comme ça, mais à Grigny, on peut s'inspirer de ce genre de choses et y faire des choses. Ce qui est intéressant, c'est que le maire de Grigny est persuadé que l'éducation est le meilleur levier pour sortir de la pauvreté, mais que c'est aussi le meilleur levier pour former des citoyens actifs et qui vont contribuer à transformer non seulement leurs apprentissages individuels, mais la dynamique collective citoyenne dans lesquelles les jeunes peuvent être inscrits dès le plus jeune âge. Donc il est d'accord pour être non seulement une espèce de labo éducatif, mais quelque part que l'ensemble de la ville soit un laboratoire pour que du vivre ensemble et de la citoyenneté active dès le plus jeune âge.
Ouais, donc on voit bien à travers cet exemple à quel point aujourd'hui donc les compétences, l'humain, l'agentivité des élèves peut être des vrais leviers pour justement avancer vers voilà, un élève qui relève des défis, un élève qui devient un peu acteur de ses apprentissages et qui, à travers l'IA, hein, peut avancer aussi en autonomie. Pour en revenir à la classe un peu plus et se questionner sur justement aujourd'hui apprendre à apprendre, les tensions entre le savoir et les compétences, comment articuler ces deux formes qui sont voilà, intrinsèques à notre métier pour trouver un équilibre et faire en sorte qu'on ne soit pas voilà, dans la répétition d'un passé où le savoir est prédominant, mais aller progressivement vers justement le développement des compétences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce passage-là, il est pas simple hein, pour tous, quand on a des programmes, quand on est voilà, dans des habitudes de travail collectives qu'il faut pouvoir dépasser pour créer des espaces où justement on puisse envisager d'autres formes d'enseignement et d'autres espaces de créativité pour les élèves. Oui, tout à fait. Pour donner une illustration de choses qu'on essaye de mettre en œuvre sur Grigny et au-delà, c'est par exemple la complexité du monde est quand même pas facile à appréhender, y compris pour les adultes, a fortiori pour les jeunes. Et donc, comment est-ce qu'on peut être un acteur non seulement localement, mais plus globalement, c'est un sujet qui est complexe. Donc il y a par exemple maintenant des manières de se former à la géopolitique qui commencent à se développer pour essayer de mieux comprendre ces dynamiques autour de nous. Il y a une initiative qui en fait a un siècle, mais qui mérite d'être repensée à l'heure de l'IA. Je vais faire je ne sais pas si vous connaissez ce qui s'appelle Model UN, qui sont en fait des simulations de l'ONU, dans lesquelles les jeunes peuvent à tour de rôle être ambassadeurs de différents pays. Et ils vont représenter ces pays dans un débat qui peut être un débat porté au niveau international. Ça peut être sur le changement climatique, ça peut être sur les conventions sur la biodiversité, ça peut être sur les droits humains, ça peut être sur les droits des enfants, ça peut être sur différents sujets. Et donc, c'est ce qu'on appelle Model UN, donc ces simulations de l'ONU, existent depuis longtemps. Elles sont pratiquées généralement en France assez peu. Il y a des endroits où c'est très développé dans le système public. En France, c'est plus souvent dans les lycées internationaux, dans les établissements où les parents et les enseignants ont une ouverture internationale prononcée. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement formateur. Les jeunes qui ont participé à ça ont adoré. Quand je dis que ça a un siècle, en fait, ça a démarré avec la Société des Nations. Et c'est généralement, accompagné de manière minimaliste par les Nations Unies. Il y a juste un petit bouquin qui décrit ce qu'on peut faire. Mais il y a des milliers de simulations de ce genre à travers le monde. Et certains jeunes en font la découverte dans leur établissement et puis participent à d'autres choses en ligne, etc. Moi, je connais des jeunes qui en ont fait 30 de ces simulations parce que quelque part, ils avaient envie de mieux comprendre ces dynamiques planétaires et les enjeux géopolitiques sous-jacents. Donc ça existe depuis longtemps et c'est très développé, même si moins en France que dans d'autres pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à l'heure de l'IA, on peut être accompagné dans ces explorations de cette complexité. A fortiori, si on a une IA éthique qui a accès à des publications scientifiques, aux rapports de l'ONU, etc. Donc nous, on développe ce genre de choses. Et ce qui a été aussi montré, c'est que l'IA, par exemple, dans une convention citoyenne, peut aider à faire des synthèses. Et si on compare, si on donne aux participants à la convention citoyenne la synthèse faite par des humains et la synthèse faite par l'IA, les humains ont tendance à préférer la synthèse faite par la machine. Alors ça peut surprendre, c'est pas que l'IA ne soit pas biaisée, c'est que les humains également sont biaisés. Et donc on a tendance, quand on fait une synthèse, à retenir ce à quoi on croyait déjà un petit peu à titre personnel. C'est humain et la machine n'a pas à moins cette tendance et donc ça fonctionne. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut augmenter ce genre de débat grâce à l'IA, à la fois pour trouver des sources, pour faire des synthèses,
Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA peut faire une synthèse locale, mais elle peut faire la synthèse à l'échelle d'une ville comme Grigny, elle peut faire la synthèse à l'échelle d'un pays, elle peut faire la synthèse à l'échelle internationale et même planétaire. Et donc, on est en train de discuter avec l'UNESCO, avec l'Université des Nations Unies, avec un certain nombre d'organisations internationales qui, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une décision, de mon point de vue, extrêmement importante. Il y en a deux qui ont été prises en 2022 et 2024. En 2022, il y a eu le sommet sur la transformation de l'éducation. Et il y a eu avec l'idée d'un nouveau contrat social pour l'éducation qui doit donc repenser un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs et pourquoi est-ce qu'on est là, quel est le cœur de la mission éducative internationale. Donc l'UNESCO a contribué à mener cette réflexion, a invité chaque État membre à y contribuer. Ils ont aussi invité les jeunes à y contribuer. Donc en 2022, il y a eu une déclaration de la jeunesse sur l'avenir de l'éducation. Et donc je pense que déjà tous les adultes devraient connaître cette déclaration, mais tous les jeunes devraient être invités à s'en emparer et à se demander s'ils sont d'accord ou pas avec ce qui a été pensé par 500 000 jeunes à travers le monde, ce qui est quand même assez remarquable. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2024, donc en 2022, quand le secrétaire général de l'ONU reçoit cette déclaration, c'est la première fois qu'on lui remettait une déclaration écrite par des jeunes à travers le monde, il a dit il y a 4 manières d'interagir avec la jeunesse. La première, c'est de les ignorer. La deuxième, c'est de faire semblant de les écouter. Et il a dit, les Nations Unies et beaucoup d'autres institutions ont fait ça pendant trop longtemps. La troisième, d'après lui, c'est de dialoguer avec les jeunes. Et la quatrième qui reste à inventer, d'après ses mots à lui, se doit d'être co-construite avec les jeunes. Comment on construit l'avenir avec les jeunes. Et donc, le pacte du futur de 2024, qui a été voté en septembre par tous les États membres de l'ONU, c'est qu'au niveau national et international, on ne devrait plus prendre de décisions qui ne soient pas dans l'intérêt des générations futures. Alors, ça peut paraître plus ou moins utopique, mais d'abord, c'est la volonté commune, donc c'est toujours intéressant. Et ensuite, ça a déjà été mis en œuvre, parce que ça fait des années maintenant que le Pays de Galles a un haut commissaire aux générations futures qui a pour mission de s'assurer que les décisions qui sont prises à cette échelle-là sont dans l'intérêt des générations futures. Et donc, inspiré par l'exemple gallois, les Nations Unies ont choisi de généraliser ça. Donc, comment est-ce qu'on l'applique à notre niveau? Comment est-ce que les institutions nationales et internationales peuvent entendre la voix des jeunes? Donc, ce modèle UN dont je parlais tout à l'heure, cette simulation du mode de fonctionnement des adultes du monde, mais on peut faire Model EU, donc on peut simuler l'Europe, on peut simuler la ville, on peut simuler la nation, on peut simuler le Parlement, et donc il y a des petites choses qui existent comme ça ici ou là, il y a des conseils municipaux de la jeunesse, il y a tout un tas d'actions de ce genre. La question c'est est-ce qu'on peut les faire passer à l'échelle et est-ce qu'on s'en sert pour un vrai dialogue intergénérationnel et est-ce que les jeunes sont formés à ce dialogue? Est-ce que les adultes sont formés à ce dialogue? Et est-ce qu'on peut prendre des décisions qui sont vraiment dans l'intérêt des générations futures? Parce que quand on regarde une partie des décisions nationales ou internationales, parfois on peut douter du fait qu'on a vraiment pris en compte l'intérêt des générations futures, en partie parce qu'ils ne votent pas. Ce qui est en soi un sujet dont on peut débattre, puisque avec le centenaire des droits de l'enfant, parmi les choses qu'on a fait à Grigny, on a célébré le centenaire des droits de l'enfant le 20 novembre 2024. Et on a interrogé les jeunes eux-mêmes sur les droits qu'ils aimeraient avoir, parce que les droits des enfants ont été pensés par les adultes. Que seraient des droits des enfants pensés par les jeunes eux-mêmes? Est-ce qu'on peut avoir un dialogue intergénérationnel sur ce genre de sujet? Et très vite, des jeunes conformes à ces questions s'interrogent en disant mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de vote? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas peser sur les décisions qui vont nous impacter alors qu'elles n'impacteront pas tout un tas de gens qui ne verront pas forcément 2050 ou a fortiori le 22e siècle. Quelles seraient aujourd'hui, pour répondre à la fois à ces enjeux démocratiques, les premières étapes qu'au niveau d'un établissement, on pourrait essayer d'envisager pour justement accompagner au mieux à la fois ces transformations, mais aussi l'intégration de nouvelles pratiques avec l'IA. Aujourd'hui, comment évaluer, comment travailler à la maison et réviser à la maison en sachant qu'il y a de l'IA. Ce sont des premiers gestes et des nouveaux gestes qu'il faut intégrer. Comment toi, pour un enseignant qui est dans son établissement, il pourrait commencer par mettre en place des choses afin de transformer à la fois donc sa manière d'enseigner, mais aussi plus largement les enjeux ou la vision que l'établissement doit avoir sur l'éducation. Je pense qu'en fait,
il y a des choses qu'on peut faire seul, mais forcément, elles sont limitées. Donc, typiquement, seul, on a une liberté pédagogique dans sa classe et on peut décider de, par exemple, inviter les jeunes à utiliser l'IA dans un cadre que l'on a défini pour optimiser les apprentissages et expérimenter, leur dire voilà, c'est une expérimentation, on va essayer ça. Je sais que vous avez probablement, au moins pour certains d'entre vous, des usages et on peut dialoguer avec ces élèves et essayer de réfléchir sur le sujet. On peut le faire à l'échelle de la classe, on peut le faire à l'échelle de l'établissement. Le chef d'établissement contribue à faciliter ça. On peut aussi le faire au niveau d'autres entités, si les responsables de ces différents niveaux s'emparent du sujet. Et je pense que la meilleure manière, personne n'a la solution, mais tout le monde est confronté à ce défi. Donc quand on admet ce genre de choses, je pense qu'il faut le faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de capacité à coopérer en disant voilà, il y a certains ou certaines ont peut-être des appréhensions, ont peut-être des questions, mais on peut prendre le temps au moins de discuter et éventuellement d'expérimenter, de faire un retour d'expérience et éventuellement de savoir est-ce qu'on a des recommandations à faire, donc il y a des chartes qui commencent à naître. Est-ce que c'est une charte nationale, est-ce que c'est une charte locale, est-ce qu'il y a une déclinaison locale d'une charte nationale? De toutes les manières, on a des règlements intérieurs, on a tout un tas de choses. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus inspirant d'un point de vue pédagogique, le règlement intérieur, mais si ça devient un lieu de débat démocratique sur des évolutions de ce qui est considéré comme souhaitable ou moins souhaitable, je pense que ça peut faire partie des sujets. Donc, je pense que c'est très multidimensionnel. Ce qui compte fondamentalement, c'est de créer un collectif, parce que, encore une fois, seul face à ce genre de défi, ça peut être très anxiogène. Et si on peut, quand on s'empare du sujet, quand on en discute avec d'autres, quand on s'aperçoit que au moins les premiers pas ne sont pas si difficiles, on peut commencer à avancer à la fois individuellement et collectivement. Et je pense qu'il faut aussi le faire avec bienveillance, dans une logique où on sait qu'on ne sait pas. Enfin, je veux dire, depuis au moins Socrate, on sait que c'est une forme de sagesse de savoir qu'on ne sait pas et de savoir le dire et de l'assumer. Mais c'est pas toujours l'attitude la plus simple, parce que c'est plus facile de prétendre qu'on sait et de rester dans sa zone de confort. Mais on est confronté à ce genre de choses et le faire collectivement, si le collectif est bienveillant, ça permet à tous de progresser. Ouais, on sait qu'on ne sait pas. En tout cas, on a une ou deux questions là qui vont s'enchaîner. Oui, moi j'avais une question sur quelle intelligence artificielle utiliser. Parce que vous parlez d'intelligence, que vous travaillez sur une intelligence, une IA éthique. Et c'est vrai que comme on utilise principalement ChatGPT, mais on ne sait pas si elle est manipulée, est-ce qu'il n'y aurait pas une intelligence artificielle européenne sur laquelle on aurait pu pouvoir plus confiance? Voilà. Alors, c'est une très bonne question et il y a quelques initiatives françaises et européennes qui sont développées. L'une des plus avancées, c'est Mistral AI, qui est une entreprise française, donc ça les problèmes de souveraineté des données et d'éthique, de respect de la réglementation européenne sur l'IA et sur le digital sont évidemment au cœur de ce genre de choses. Donc ça, je pense que c'est honnêtement pour la plupart des usages qu'on peut faire avec ChatGPT pour le scolaire, ça suffit largement. On n'a pas forcément besoin des derniers modèles d'intelligence artificielle les plus avancés qui en fait sont utiles pour coder des choses très complexes ou pour faire de la science de pointe ou pour faire des choses de niveau universitaire et au-delà. Donc je pense qu'on peut déjà faire énormément de choses dans ce contexte-là.
Il y a en plus des modèles dits open source qui se développent toujours plus et qui peuvent être installés sur des serveurs qui peuvent être ceux de l'institution. Ça se fait aujourd'hui en particulier au niveau universitaire, mais par exemple l'université de Rennes a développé ce qu'ils appellent RAG Rennes. Un RAG, c'est une IA qui se nourrit de documents que l'on a décidé de lui donner. Donc, si vous voulez lui donner que des documents, par exemple, ce qui a été fait pour donner un exemple français et spécifique, PhiloGPT, c'est un RAG, donc c'est une IA avec laquelle vous allez pouvoir dialoguer avec différents philosophes. Comment ça fonctionne? Eh bien, on a donné à une IA générative l'ensemble des textes écrits par tel ou tel philosophe, et vous allez pouvoir dialoguer avec les philosophes qui sont en programme de terminale. Et ça vous permet de prendre le point de vue de ces différents philosophes sur un sujet qui vous intéresse, ou qui peut être l'éthique du monde de demain. Et vous pouvez avoir, c'est le genre de choses que je me suis amusé à faire. Je trouve que c'est assez passionnant, même pour quelqu'un comme moi, et je pense que c'est pour tout un chacun qui se pose des questions et qui cherche à puiser dans la sagesse des générations précédentes, des manières de penser où on est et où on va. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent se faire de manière très, très pragmatique. Certaines d'entre elles ont été développées par des enseignants eux-mêmes, et je pense que les usages recommandent. Enfin, le rapport de l'inspection sera publié dans un mois, donc je veux pas. Je ne connais pas les détails de ce qu'ils font, même si je travaille avec un d'eux dans le cadre de la mission sur l'enseignement supérieur, mais je vois bien qu'il y a plein de choses à faire, et qu'on peut utiliser par exemple l'IA aussi pour faciliter l'évaluation. Et l'IA peut avoir lu ce qu'ont fait les élèves et leur donner un compte-rendu qui n'est pas simplement une note ou une annotation dans la marge, mais des vraies recommandations sur qu'est-ce qu'ils devraient faire pour progresser. Donc, et de manière très personnalisée, alors qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça dans les détails, surtout quand on a des classes avec des effectifs importants. Là, on peut faire des choses très personnalisées et qui peuvent aider les jeunes à progresser. Donc, ce genre de choses devient possible, et je pense que ces usages vont se développer toujours plus. Donc, on peut pour l'instant, de facto, ce qui a été organisé, c'est de permettre l'expérimentation et puis d'inviter à rendre compte de ce qui fonctionne et éventuellement des difficultés pour que collectivement on essaye d'avancer. Localiser et utiliser des serveurs locaux et Mistral, pourquoi pas. Autre question? Oui, bonjour. Alors, je suis enseignante en arts plastiques et membre du GEP Arts Plastiques dans l'Académie de Versailles. Et nous sommes nombreux dans notre GEP à avoir déjà expérimenté des outils d'IA générative dans le domaine de la création. Et comme nous sommes en présence des élèves sur la création et la pratique artistique, actuellement nous sommes à un carrefour très délicat, avec d'un côté un petit nombre de collègues, je pense, qui sont prêts à engager la réflexion éclairée et critique sur les IA, et de l'autre un levier quand même assez fort et très très méfiant, voire avec un discours très très engagé contre les IA. Et on n'arrive pas encore à s'entendre sur le sujet, et il y a aussi une crainte extrêmement forte de voir la création détruite par une technologie surpuissante. Donc on essaie de trouver des solutions. Pour ma part, je cherche une solution pour arriver à dialoguer avec des collègues qui considèrent que l'IA ne pourra pas contribuer à une création réfléchie. Voilà. Est-ce que vous auriez une solution? Des solutions? Alors, il y a des grands débats, j'entends qu'ils se produisent dans les classes, ils se produisent à différentes échelles. Le ministère de la Culture, par exemple, est en train d'essayer de porter une réflexion spécifique sur ce sujet, et les questions c'est extraordinairement difficile techniquement de les traiter intelligemment, mais on voit bien qu'il y a besoin de les traiter à la fois par rapport aux usages et par rapport aux questions
que peuvent se poser à la fois les artistes eux-mêmes et les enseignants, voire les jeunes. Donc j'ai pas de solution miracle à cette bonne question. Je pense qu'effectivement, il faut peut-être prendre le temps du débat, prendre le temps de voir ce que peuvent apporter ou pas ce genre de choses. Pour vous donner un exemple, j'étais en Corée du Sud aussi à l'invitation de l'UNESCO au mois de décembre, et les Sud-Coréens sont à la fois, comme vous le savez, un pays qui a beaucoup investi dans l'éducation, puisque c'est comme ça qu'ils se sont reconstruits après la guerre de Corée, mais aussi beaucoup investi dans les technologies et donc, ils sont en train de s'interroger sur l'IA, y compris dans les petites classes, y compris en primaire. Sur le digital plus généralement, c'est aussi un pays très en pointe sur le développement technologique, comme vous le savez probablement. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est par exemple, parmi les visiteurs du comité de l'UNESCO, quand on était sur place, il y a des gens qui ont dit « Mais est-ce que vous avez l'impression que vos propres métiers sont menacés ?» etc. Et les enseignants ont dit « Mais notre humanité et notre relation à nos élèves est essentielle, et les élèves et nous-mêmes en sommes parfaitement convaincus. Et donc, les machines ne font mieux que nous faciliter la vie. » Mais il y avait des usages très créatifs. Par exemple, les jeunes pouvaient être invités à créer un musée virtuel, un peu comme et qu'on pouvait visiter, où ils pouvaient choisir les œuvres qu'ils voulaient mettre, voire ils pouvaient créer des œuvres eux-mêmes. Et en même temps, une partie de ces enseignants d'art plastique, pour prendre cet exemple-là, disaient que tenir un pinceau dans ses mains était quelque chose d'irremplaçable. Et donc, voilà, il faut, je pense, raison garder. Il faut éventuellement expérimenter certaines choses. Tout remplacer, non, parce que de toutes les manières, on a besoin, y compris de l'interaction avec la matière, pour développer en particulier son sens artistique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être augmenté par les possibilités qu'offre la technologie d'aujourd'hui pour faire des choses qu'on ne saurait pas faire autrement. Et donc, il y a beaucoup d'artistes qui eux-mêmes sont dans cette logique d'exploration, et inviter les jeunes à s'en emparer dans un contexte, encore une fois, pédagogiquement encadré, à mon avis, et leur rendre service. Donc, mais de là je pense qu'il faut imposer ça à personne. Typiquement, peut-être qu'un jour les programmes l'imposeront, mais je pense que dans la phase où on est, il faut expérimenter, dialoguer et éventuellement faire découvrir aux uns et aux autres d'autres usages. Ouais, dialoguer, en effet, créer des espaces où l'on puisse échanger. On a une autre question dans le fond de la salle. Oui, bonjour. Donc, moi, j'enseigne dans la filière ST2S au lycée Joliot-Curie de Nanterre. Et notre établissement, il accueille un public assez diversifié, avec des caractéristiques sociales précaires. Donc, ma question, elle portait sur les inégalités sociales. Par rapport notamment à l'accès aux outils numériques, par rapport aux outils dont disposent également les établissements, qui sont vraiment très différents d'une structure à l'autre. Est-ce que selon vous, les inégalités sociales ne risquent-elles pas de devenir plus importantes avec l'intégration de plus en plus croissante de l'IA dans nos programmes, dans notre travail et dans la manière dont on va faire évoluer nos pratiques? Ou est-ce que, au contraire, ça peut être un levier justement pour réduire ces écarts? Donc je m'interroge par rapport à l'usage qu'on va en faire dans toutes ces années, et surtout par rapport au profil de nos élèves, aux outils dont ils disposent et les outils qui sont dans nos établissements. Et à cela, j'ajoute également la remarque de ma collègue, où beaucoup, même dans mon établissement également, beaucoup de professeurs sont réticents. Voilà, merci. Tu as une très bonne question. Je n'ai pas de solution miracle par rapport à ça. Donc il y a des établissements dans lesquels les collectivités ont décidé d'équiper les jeunes. C'est évidemment une solution possible quand elle existe. Quand en absence de ce genre de solution, je pense qu'il faut éventuellement
les élèves eux-mêmes ont parfois il est fréquent qu'ils aient des téléphones, voire s'ils n'en ont pas tous, c'est quand même une grande partie, en particulier au lycée, et éventuellement réfléchir avec eux de est-ce qu'on peut utiliser ou pas son smartphone dans un cadre pédagogique, est-ce qu'on peut éventuellement mutualiser les équipements qu'on peut avoir entre élèves. Ce qui a été montré il y a quelques années avant l'IA, mais juste sur les usages du numérique, c'est qu'en fait, si on a, par exemple, un ordi pour 4 élèves et qu'on discute autour de ce qu'on peut faire devant cette fenêtre numérique, il peut se passer des choses. En Corée, où ils ont typiquement équipé chaque élève, ils ont des écrans partagés, mais c'est pas un écran partagé pour toute la classe, c'est un écran partagé pour un petit groupe, typiquement 3-4 élèves. Ils vont pouvoir co-construire un texte, une collection d'images, leur musée virtuel, etc. Et je trouve que c'est une manière de faciliter du dialogue médié par la technologie, en l'occurrence. Donc voilà, il y a différents types d'usages autour de ces choses-là. Et je pense qu'il faut être très pragmatique et comprendre les besoins de chaque élève s'ils ont des difficultés d'équipement et voir si cette activité, il faut la faire, je sais pas moi, au CDI ou ailleurs, où il y aurait plus d'équipement, si c'est un moment clé. Être tout le temps devant un écran, c'est pas utile de toutes les manières et voire pas souhaitable. Donc je pense que trouver accès à certains outils qu'on peut mutualiser. Après, il y a la question du travail à la maison. Si on n'a pas d'accès à Internet à la maison, ça peut être compliqué de faire un certain nombre de tâches. Donc, on l'a bien vu pendant le Covid, le territoire national est très hétérogène par rapport à ça. Et chaque famille n'a pas forcément toujours les moyens de la connectivité et ça impose aux enseignants de prendre en compte ces paramètres-là. Et donc, c'est que du cas par cas. Hein. Je pense que j'ai pas de solution miracle par rapport à ça. Ouais, non, c'est intéressant. Donc, c'est vrai que bon, cette question de la fracture sociale, elle est cruciale. Hein. On a tous l'expérience d'élèves qui justement décrochent. Et nous, on a tous une responsabilité. Alors, face à la question, moi, enseignant, je ne veux pas en savoir plus sur l'IA, je ne veux pas l'utiliser, il y a quand même un enjeu qui aujourd'hui est majeur. Réduire la fracture liée à l'alphabétisation, c'était un enjeu quand personnellement j'étais dans une classe de CP et que j'enseignais. Quand j'ai commencé le numérique, réduire la fracture liée aux équipements et à l'usage du numérique, ça me semblait stratégique et c'est ce qui m'a mobilisée pour m'engager à avancer dans le développement de mes compétences personnelles et d'accompagner d'autres collègues dans d'autres lieux, l'augmentation des compétences et le développement personnel autour du numérique. Aujourd'hui, on a l'IA. Et comment aujourd'hui faire en sorte que tous nos élèves avancent avec le même niveau d'acculturation autour de ces usages de l'IA. On sait qu'il y aura potentiellement des fractures possibles entre des élèves qui vont très vite, qui sont dans un milieu favorisé et qui ont cette culture liée à leurs parents d'un usage intelligent de l'IA. Et il y a les autres. Je pense que c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais en soi, être éducateur aujourd'hui, c'est d'agir sur cette fracture et prendre en compte ces disparités sociales et ces disparités de compétences qu'il faut absolument corriger quand on est enseignant. Et ben, ça doit être le moteur qui doit conduire dans les discussions au sein des établissements à faire en sorte que, bon, ben oui, il faut garder la raison de ce qui nous oblige aujourd'hui à utiliser ces outils, à faire en sorte que tous les élèves acquièrent ce minimum de compétences, de savoir créer un prompt efficace, de savoir interroger, d'avoir un esprit critique vis-à-vis de l'information qu'ils reçoivent. C'est l'enjeu majeur aujourd'hui et on a une responsabilité importante pour justement corriger et avancer. Donc, moi, je vous invite à ouvrir ces temps d'échange. Les cafés IA qu'on a essayé d'initier au niveau de la DRAN sont des vrais leviers où justement on décide en lien avec le chef d'établissement d'organiser ce temps de partage sur
pourquoi il faut y aller, pourquoi il ne faut pas y aller, tout en acceptant les résistances. Je pense qu'il est tout à fait voilà, bienveillant de se dire, bon, ben, tout le monde n'est pas prêt au même moment, mais parmi ceux qui sont prêts, commençons à essayer des choses, commençons à tester, commençons à mutualiser, commençons à s'observer entre classes. Je pense que cette dynamique au sein d'un établissement, elle doit prendre sens et elle doit s'ouvrir aussi vers tout ce que nous a dit François autour de, voilà, quel sens aujourd'hui à l'école, quel sens au niveau des pratiques, comment aujourd'hui donner une valeur plus importante à l'humain dans son engagement, dans l'agentivité de nos élèves, comment faire en sorte qu'on leur donne une place de décision, une place démocratique, de choix, de construction, de co-construire avec l'adulte. On ne pourra pas, il me semble, faire sans toutes ces réflexions croisées. C'est un peu le sens de l'intervention de François. Je pense qu'au-delà de la prise en main des outils, du scénario, de l'ingénierie pédagogique, si on ne fait que ça, on va se fermer l'opportunité d'aller plus loin encore pour transformer l'école. Et c'est un peu le sens du choix d'avoir aujourd'hui mobilisé François, à savoir d'ouvrir justement vers d'autres possibles. Il y a une autre question, donc je m'arrête là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, François. Évidemment que je suis d'accord. Si j'ajoutais qu'un seul mot, une des différences entre le digital et l'imprimerie d'ailleurs, et l'IA, c'est la personnalisation. Typiquement, je vous donne juste l'argument des Sud-Coréens qui sont en train de se demander si le livre classique qui est fait pour l'élève moyen ne peut pas être remplacé ou complété en tout cas par de l'IA pour personnaliser. Et on voit bien que un des gros problèmes d'inégalité, c'est aussi toutes les 10 et toutes les difficultés d'apprentissage que peuvent avoir les élèves. Est-ce que l'IA peut aider à s'adapter aux spécificités de chacun pour permettre à tous de réussir et d'apprendre à vivre ensemble et à faire société et à apprendre ensemble à relever des défis? C'est le genre de choses qui, à mon avis, font partie des défis où il est plus facile, enfin déjà, disons qu'entre l'imprimerie et le digital, il y avait un peu de personnalisation. Avec de l'IA par rapport au digital non IA, il y a encore plus de personnalisation possible et donc potentiellement encore plus de capacité de s'adapter aux besoins de chacun, ce qui a toujours été quelque part la mission des enseignants et en même temps un défi parce que c'est difficile de faire classe pour chaque élève versus de suivre le programme et d'avancer pour que l'ensemble ait reçu ce qui était dans le programme. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus et je pense que c'est une dynamique intéressante. Mais je voudrais prendre la dernière question peut-être. Oui. Et donc ma question c'était, vous avez parlé à un moment de l'établissement d'une charte éventuellement au sein des établissements pour justement créer une dynamique collective pédagogique, l'utilisation de l'IA. Est-ce que vous avez des pistes autour de telles chartes? Est-ce que vous connaissez des établissements qui en ont déjà mis en place? Alors sur le SUP, c'est clair, ça a été fait. Sur le SCO, j'imagine que ça a été fait, mais je connais au moins des établissements privés qui l'ont fait. Parce qu'ils sont peut-être, enfin, pour tout un tas de raisons, ils sont emparés du sujet plus précocement. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que le public ne le fasse pas. Et je suis persuadé que ça a été fait quelque part. C'est juste que je n'ai pas forcément entendu la manière dont ça a été fait pour l'instant. Il y a typiquement, c'est le genre de choses où, à mon avis, on peut créer de l'intelligence collective pour réfléchir à ce sujet. Je pense que l'UNESCO, par exemple, le fait au niveau international, on peut le faire à toutes les échelles. Et donc, c'est quoi le point de vue des éducateurs sur le sujet? C'est quoi le point de vue des parents sur le sujet? C'est quoi le point de vue des jeunes sur le sujet? Est-ce que si on arrive à se mettre tous d'accord sur ce qu'il doit y avoir dans une charte, on voit qu'a priori, elle a plus de chances d'être mise en œuvre et d'avoir et de pas juste être un bout de papier ou un bout de digital qui n'aura pas de conséquences. Donc, je pense que on a intérêt à
quel que soit le sujet, mais en particulier sur des sujets aussi cœur, de mobiliser des collectifs, et éventuellement, il y a même des outils numériques qui peuvent permettre de serrer, par exemple, les grandes questions et de voir quelles sont celles sur lesquelles il y a un consensus, et idéalement un consensus intergénérationnel sur ce qu'on fait. Et rien que la discussion sur le sujet est en soi un exercice démocratique qui peut lui-même être augmenté par l'IA. Parce qu'à un moment donné, on peut demander à l'IA de faire une synthèse, est-ce qu'on en est d'accord ou pas. Enfin, il y a toute une forme d'itération en laissant la décision finale aux humains. C'est un débat collectif qui peut être facilité, qui est un sujet sur la... Enfin, on doit discuter de la machine, mais on peut éventuellement être augmenté dans notre discussion par l'IA elle-même. Ouais, et il existe des chartes. On a quelques modèles de quelques productions sur certains territoires en France. Donc on a quelques supports, mais en effet, l'essentiel, c'est pas forcément d'arriver avec cette charte, c'est de la co-construire, comme vient de le dire François. C'est-à-dire qu'il faut faire communauté, parents, élèves, professeurs autour d'un document socle, et c'est un peu l'intention que notre ministère a aujourd'hui. Pour rebondir sur la Corée, et je confirme les propos de François sur cette IA qui va accompagner, différencier. J'ai eu l'occasion au Salon du BET de voir cette application, et ils ont en effet quelques mois d'avance, voire peut-être plus, sur un outil qui aujourd'hui va pouvoir aider le professeur avant la classe, pendant la classe, après la classe. Une IA dédiée en mentorat du professeur sur ces 3 temps. Ils ont dans une même plateforme une IA qui va aider l'élève avant la classe, pendant la classe, après la classe, et qui va l'accompagner sur un certain nombre de questionnements sur les thématiques d'apprentissage. Donc en effet, il n'y a plus de livres tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais il y a cette IA qui va accompagner tout le processus d'apprentissage en continuité, avec un mentor IA pour l'élève et un mentor IA pour le professeur. On n'y est pas en France, pas encore, mais ces modèles sont inspirants et peuvent donc nous engager, nous, à les poursuivre. François, nous arrivons donc au terme du programme. En tout cas, j'espère que ces éléments de langage, ce temps de réflexion partagé pourra être inspirant pour permettre à des enseignants, des cadres d'oser avancer, d'oser faire autre chose aussi dans leur pratique. Nous allons poursuivre notre journée de travail. En tout cas, je te remercie infiniment et on aura plaisir à suivre ton actualité. Et en tout cas, j'essaierai de partager un certain nombre de ressources si tu me les mets par mail pour que je puisse rediffuser des éléments qui te semblent pertinents dans la continuité de ce qu'on a dit ce matin. Merci infiniment. Au plaisir de se croiser. Et je pense qu'en effet, nous pouvons applaudir la disponibilité de François.